Un train a traversé la Hauptbahnhof de Zurich à 10h du matin, lors d'une journée ordinaire d'août 2005, sans se douter qu'à quelques centimètres sous les rails, une menace silencieuse était sur le point d'émerger. Il ne s'agissait ni d'une défaillance technique ni d'une erreur humaine, mais de la force accumulée d'une rivière presque oubliée. La Sille, qui prend sa source dans les Alpes et parcourt des dizaines de kilomètres avant de traverser la ville, a toujours été considérée comme un élément secondaire dissimulé sous l'infrastructure urbaine. Pendant des années, sa présence est passée inaperçue, intégrée au quotidien sans susciter d'inquiétude. Mais cet été-là, des pluies intenses ont transformé ce cours d'eau discret en un véritable danger, capable de détruire une grande partie de la région. Dans cette vidéo, il sera montré comment cette crue a failli paralyser Zurich et quelles solutions ont été mises en place pour éviter l'effondrement. Entre le 20 et le 23 août 2005, une dépression atmosphérique au-dessus de la mer Adriatique a poussé des volumes de pluie exceptionnels vers les Alpes. Pendant plusieurs jours consécutifs, les précipitations ont saturé les sols, fait déborder les ruisseaux et transformé des rivières habituellement calmes en systèmes sous pression, sans le moindre avertissement. La Sille a atteint un débit d'environ 290 mètres cubes par seconde, soit presque 4 fois sa valeur normale. Concrètement, cela revenait à voir 4 rivières tenter d'occuper l'espace d'une seule, au même endroit, dans une zone de la ville qui n'avait aucune possibilité d'expansion. En ville, des sous-sols ont été inondés, des rues proches des berges ont disparu sous la boue et des ponts ont vu leurs fondations fragilisées par la force d'un courant qui continuait de monter sans montrer de signe de recul. À la Hauptbahnhof, le cœur ferroviaire de la Suisse, le niveau du fleuve est monté jusqu'à un seuil qui a empêché des hydrologues de dormir pendant des semaines après l'événement. À peine 20 cm séparèrent la surface de l'eau des galeries souterraines de la gare. Si la Sille avait envahi les tunnels, les coûts économiques estimés auraient dépassé 3 milliards de francs suisses. Et ce n'est pas seulement Zurich qui se serait arrêté, mais une grande partie du système ferroviaire national qui converge vers ce point névralgique. La ville a été épargnée pour 20 cm. Et c'est cette marge infime qui a profondément changé la manière dont Zurich percevait son propre sous-sol. Dans les années qui ont suivi, la ville a cessé de considérer la Sille comme un simple problème d'infrastructure secondaire. Elle a commencé à la voir pour ce qu'elle a toujours été, une variable de risque critique enfouie sous la zone la plus dense du pays, à un endroit où toute solution devait composer avec des voies ferrées, des fondations et des décennies d'accumulation urbaine. Le problème est structurel. Le tronçon de la rivière qui passe sous la gare centrale est le point le plus bas de toute la zone centrale de Zurich, sans exutoire naturel et sans espace pour s'étendre latéralement. Les 5 canaux existants sous la gare ont été construits à une époque où la ville était plus petite, la rivière plus prévisible et la marge de sécurité encore jugée suffisante. En 2013, l'École polytechnique fédérale de Zurich a mené des tests sur des modèles physiques afin d'évaluer le comportement du flux de la Sille dans différents scénarios de crue. La conclusion a été directe. Les canaux existants ne résisteraient pas à une inondation extrême. Un facteur aggravant est également apparu, un élément qui n'avait jamais été correctement pris en compte auparavant. Le rôle des débris solides transportés par la rivière en situation de crise, branches, troncs et déchets emportés par le courant, capables d'obstruer les grilles d'entrée des canaux avec la même efficacité qu'un barrage improvisé. Un seul tronc bloquant l'un des 5 accès pourrait, à lui seul, faire monter le niveau de l'eau au point de compromettre toute la structure souterraine de la gare. En réponse immédiate à ce diagnostic, en 2017, la plus grande grille de rétention de débris de Suisse a été installée à Langnau à Malbis. Cet équipement est capable de retenir jusqu'à 95% des matériaux solides transportés par la rivière lors des crues, et il est devenu la première ligne de défense d'un système encore en cours de conception. Les ingénieurs savaient toutefois qu'une ligne de défense ne constitue pas une solution définitive et que la véritable réponse devrait aller plus loin, littéralement. En 2015, le canton de Zurich a pris la décision politique qui allait définir la décennie suivante de travaux dans la région en confiant à l'Office de gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie et de l'air, l'AWEL, le mandat de concevoir un tunnel de dérivation souterrain capable de détourner l'excès de la Sille directement vers le lac de Zurich lors d'événements de crues majeures. Le projet n'avait rien de spectaculaire, aucun nouveau monument, aucune transformation de skyline, seulement de l'ingénierie appliquée à un objectif précis, protéger une ville d'une rivière qu'elle avait ignorée pendant trop longtemps. Le concept central fonctionne comme une soupape de sécurité enfouie dans la montagne, activée automatiquement lorsque la pression dépasse un seuil prédéfini. Tant que la Sille reste dans un comportement normal, le tunnel demeure fermé,
silencieux et rempli d'air comprimé sans intervenir. Dès que le niveau de la rivière franchit le point critique, le système s'active sans intervention humaine et ouvre un passage pour que l'eau excédentaire soit déviée à travers la roche avant d'atteindre la ville. L'élément clé de ce dispositif repose sur des barrages gonflables, des structures de 240 mètres de long installées à l'entrée du tunnel près de la vallée de la Sille. En temps normal, elles restent gonflées et bloquent physiquement l'accès à l'intérieur de la montagne. Lorsque le débit dépasse 250 mètres cubes par seconde, elles se dégonflent automatiquement, s'affaissent sur le lit du canal et libèrent l'écoulement en direction du Zimmerberg, comme si la rivière révélait un passage resté jusque-là inutile. Le tunnel a été conçu pour transporter jusqu'à 330 mètres cubes par seconde et, combiné aux canaux existants sous la gare, l'ensemble du système protège Zurich contre des pics atteignant 600 mètres cubes par seconde, soit l'équivalent statistique d'une crue susceptible de se produire une fois tous les 500 ans. Le tracé souterrain s'étend sur 2,1 km, à environ 60 mètres sous la surface. Il part du point d'entrée dans la vallée de la Sille et descend progressivement vers le nord-ouest sous des villages, des champs et des lignes ferroviaires jusqu'à émerger à Thalwil, à proximité de la station d'épuration locale. À cet endroit, dans une chambre de dissipation d'énergie conçue avec une géométrie spécifique, se déroule l'une des étapes les plus critiques du système, le ralentissement de l'eau qui a traversé le tunnel à grande vitesse. Le flux y arrive à environ 50 km/h et doit être réduit à moins de 15 km/h avant d'entrer dans le lac, afin d'éviter l'érosion et les dommages au fond lacustre. Un puits de ventilation installé au-dessus de la chambre permet à l'air entraîné par le flux de s'échapper sans provoquer de surpression à l'intérieur du système. Un détail technique qui, s'il était négligé, pourrait détruire toute la structure en quelques heures d'exploitation réelle. Depuis cette chambre, un canal rectangulaire en béton, large de 8 mètres et haut de 6 mètres, passe sous la route principale et les installations balnéaires de Thalwil, puis s'avance sur 90 mètres dans le lac de Zurich, où l'eau est rejetée plusieurs mètres sous la surface. Les travaux ont commencé en mars 2022 et l'entreprise en charge de l'excavation, Marty AG, a été confrontée dès les premiers mètres à un terrain qui ne permet aucune simplification. Le Zimmerberg est composé de couches d'argile et de grès, un matériau trop instable pour l'usage d'explosifs, ce qui a imposé le recours à un tunnelier suisse spécialement adapté au projet, avec un diamètre de 6,60 mètres, une longueur de 121 mètres et un poids de 600 tonnes. Une machine qui avançait à un rythme d'environ 10 mètres par jour, avec un contrôle absolu sur chaque centimètre creusé. Le système d'excavation fonctionnait sous pression positive afin d'empêcher l'infiltration d'eau souterraine ou de sable instable dans le front de taille. Juste derrière la tête de coupe, un cylindre en acier était installé pour soutenir la roche ouverte, suivi immédiatement par la pose de segments en béton préfabriqué qui constituaient le revêtement définitif du tunnel en temps réel, sans phase temporaire, sans structure destinée à être remplacée par la suite. Tout le matériau excavé quittait le Zimmerberg via des bandes transporteuses, acheminant la roche concassée jusqu'à la surface, où elle était chargée dans des trains de fret et évacuée tonne après tonne. Pendant ce temps, dans la vallée de la Sille, à quelques mètres seulement de l'axe de creusement, des pales planches et des digues de protection garantissaient que la rivière en surface n'inonde pas un chantier, travaillant précisément pour la maîtriser. L'orientation du tunnelier était surveillée en permanence par des capteurs laser et des systèmes de positionnement de haute précision, car le moindre écart accumulé sur les 2 km de tracé aurait pu décaler le point d'arrivée à Thalwil au point de compromettre l'ensemble du projet. La marge d'erreur tolérée se limitait à quelques centimètres, sur un ouvrage de plus de 2000 mètres de long traversant un terrain variable et des conditions souterraines en constante évolution. Le 26 novembre 2024, la tête du tunnelier a percé la dernière couche de roche, marquant l'achèvement du tunnel après 7 mois de progression continue sous la montagne. La poussière s'est élevée à travers l'ouverture, tandis que la lumière naturelle pénétrait pour la première fois dans l'obscurité du tunnel. Sur le chantier, les casques ont été lancés en l'air au moment où le conseiller d'État Martin Neukomm franchissait lui-même l'ouverture pour saluer l'équipe qui venait de relier 2 points séparés par 2 km de roche avec une précision digne d'une horlogerie suisse. Après le passage du tunnelier, le travail a changé de nature sans ralentir pour autant. L'excavation était terminée, mais la véritable mise en place du système restait à accomplir. Chaque anneau en béton a été inspecté individuellement, les joints ont reçu un scellement spécialisé et des câbles de mesure ainsi que des capteurs ont été installés le long des parois comme un véritable système nerveux du tunnel.
Dans la chambre de dissipation à Talwil, le béton a été coulé par étapes précises, avec une armature en acier façonnée sur place et des coffrages ajustés au millimètre. Des plongeurs sont intervenus dans le lac pour positionner les grilles finales en acier à 3 mètres sous la surface, achevant par l'extérieur un ouvrage construit depuis l'intérieur. En août 2025, le canton de Zurich a ouvert le tunnel au public pendant 3 jours. Plus de 18 000 personnes sont descendues à l'intérieur du Zimmerberg, entre familles, étudiants, ingénieurs à la retraite et curieux munis de lampes torches, venus observer de leurs propres yeux ce qui avait été construit dans l'obscurité pendant des années. À l'issue de ces 3 jours, les accès ont été refermés, l'air est redevenu immobile et le tunnel a retrouvé sa condition naturelle d'invisibilité. Les tests internes se poursuivent avec des mesures de température, des essais des systèmes de ventilation et des vérifications des mécanismes automatiques des barrages gonflables, sans rien laisser à l'improvisation ni aux suppositions. Le coût total du projet s'élève à environ 175 millions de francs suisses, financés conjointement par la ville et le canton. Pour mettre ce chiffre en perspective, il suffit de rappeler que l'événement de 2005 a failli provoquer plus de 3 milliards de francs de dégâts en une seule semaine de pluie. La mise en service complète est prévue pour l'été 2026. Mais qu'en penser ? Protéger toute une métropole avec un tunnel que presque personne ne verra fonctionner. Laissez votre avis en commentaire. C'était La Grande Construction. Pensez à liker, à vous abonner et à regarder la vidéo précédente.